Je suis né au Sénégal. Mon père est né au Sénégal. Donc je fais partie de ce qu'on appelle l'immigration libanaise. Je suis venu avec ma famille en 1970, pile. Donc 5 ans avant ce qu'on a appelé la guerre civile libanaise, mais en fait, à mon avis, c'est des strates de guerre au Liban. C'est pas c'est la guerre civile libanaise. Et donc j'ai quitté fin 75 pour repasser mon baccalauréat à cause du début de la guerre et tout. J'ai pas pu passer le bac, donc je suis allé en France passer ça, à Paris en fait plus précisément. Et je suis tombé amoureux de Paris en fait, à l'époque qui était une ville très bouillonnante, et puis aussi, puisqu'on va parler de cinéma, une ville unique au monde dans son rapport au cinéma, en tout cas en tant que spectateur. Puisque, même encore aujourd'hui, à l'époque plus, mais même encore aujourd'hui, il y avait un choix immense. Je ne parle pas seulement à la cinémathèque, des rétrospectives, mais je parle y compris des films qui sortaient du monde entier. Donc non seulement je pouvais puiser dans la richesse du cinéma presque de manière historique, mais aussi dans ce que le cinéma pouvait proposer de plus pointu, mais aussi de plus large géographiquement. Donc j'en ai tellement profité que j'ai décidé en fait de poursuivre ma vie à Paris tout en faisant des va-et-vient avec Beyrouth. Donc il n'y avait pas d'instabilité, à dire la vérité. Il n'y avait aucune instabilité ou stabilité. On est toujours plus ou moins instable quand on a 18 ans, 19 ans, mais ce n'est pas tant le truc. Donc mon rapport avec les guerres libanaises, la guerre civile libanaise, c'est dans un va-et-vient entre Paris et Beyrouth. J'ai vraiment vécu 75 à 27 ans entre Paris et Beyrouth. C'est énorme, 27 ans. Mais c'est vraiment avec un va-et-vient. Donc j'ai connu la guerre civile libanaise. Et évidemment, pas comme quelqu'un qui l'a vécu sans pouvoir quitter Beyrouth, ou le Liban en tout cas. Donc j'avais ce privilège de pouvoir partir, parce que c'est un privilège de pouvoir prendre un avion et partir. Et comme en plus j'ai la nationalité française, parce que j'ai une double nationalité, donc triple même, puisque j'ai la sénégalaise aussi. Mais oui, je l'ai vécu. Donc mon rapport avec Beyrouth est un rapport qui est venu avec le temps, puisque j'ai vécu mes 12-13 premières années à Dakar, au Sénégal. Puis ici, rapport à la langue, rapport au lieu, ça m'a pris du temps pour m'adapter et tout. Et à peine on a le temps de s'adapter qu'il faut quitter à cause d'une guerre. Mais entre-temps, plein de choses entrent en jeu. Parce que quand on regarde une vie comme ça de manière générique, ça fait des dates. Mais en fait, il faut rentrer dedans pour rentrer dans les spécificités. Et c'est ça qui fait toute la différence, quoi. Donc mon rapport à Beyrouth est un rapport très organique. Je marche beaucoup, je vis beaucoup. Quand je suis là, je fais pas comme la plupart des gens, rien qu'en voiture. Je marche énormément, donc j'ai un rapport. Et puis, comme tu le sais, avec les guerres qu'on a eues ici, la ville a été très séparée, le pays même. Donc moi, je vivais dans le secteur ouest. Et puis, bon, j'avais des sympathies politiques plus d'un côté que de l'autre, on va dire, voilà. Donc j'ai été très impliqué, tout en ayant cet immense privilège de pouvoir partir et revenir. Voilà. Donc je n'étais pas du tout... j'ai une tendance à dire cette phrase, mais c'est vrai, je ne trouve pas d'autre phrase. Je suis d'ici et je suis d'ailleurs. Je suis ici et je suis ailleurs, constamment, même maintenant. Mais sans... À ton âge peut-être, et même encore plus jeune, c'était peut-être une crise identitaire, et encore. Mais avec le temps, j'ai appris à additionner. C'est-à-dire mon côté sénégalais, mon côté libanais, mon côté arabe, mon côté occidental, français, à cause de la langue, à cause aussi de tout ce que je lisais, voyais et compagnie. Donc pour moi, mais je n'ai pas pensé ça intellectuel, ça s'est fait presque organiquement, c'est-à-dire les choses s'additionnaient. J'ai compris que je n'avais pas à choisir à être soit ceci, soit cela. Donc j'ai additionné. Et plus j'additionnais, plus le communautarisme et la pauvreté identitaire du pays me paraissait épuisante, quoi. Je dirais non 2 fois. Parce que
Non, non, j'ai pas du tout ni l'intention ni la prétention surtout d'écrire quoi que ce soit. Soyons clairs, c'est vrai que ce pays n'arrive pas à écrire son histoire, ne serait-ce que officiellement. Alors c'est à la fois une tare, peut-être un malheur, mais à la fois je pense que c'est une grande chance. Là je bifurque de la question, mais je vais revenir. À la fois je pense que c'est une grande chance. Je vais m'expliquer. Parce que ce pays n'est pas un pays comme les autres, puisqu'il n'a pas réussi à s'inventer un mythe commun. Par exemple, la France, elle a un socle, elle a son histoire, et puis elle a décidé d'un mythe commun. La Révolution française, l'avant, l'après, et tout le tralala, pour aller vite, quoi. Nous, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, peut-être pas tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de vainqueur pour imposer son histoire. Quand on sait très bien, c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Alors moi, je trouve que, quelque part, tant mieux. Malheureusement, on n'en tire pas profit, puisqu'on continue chacun à penser qu'il faut l'écrire, alors que moi, je pense que c'est peut-être l'occasion ou jamais. Évidemment, ça n'arrivera jamais, hein, c'est purement fantasmatique ce que je dis. C'est l'occasion ou jamais, en fait, de comprendre que l'histoire est toujours au pluriel et jamais au singulier. C'est-à-dire, en fait, il y a des histoires du Liban. Alors, Beyrouth Fantôme, c'est une des histoires, non pas du Liban, mais une des histoires dans ce pays. Et ce pays, on en a plein. Il est grand temps de comprendre que l'histoire, c'est jamais un seul angle. C'est une multiplication de subjectivité. Donc Beyrouth Fantôme est une subjectivité, car je ne crois pas du tout à l'objectivité. On n'est pas en train de faire une chaise, une table. Et donc c'est une subjectivité personnelle. Et voilà une espèce de plongée dans la guerre, dans un temps de la guerre, des guerres libanaises. Et avec une structure narrative un peu particulière, parce qu'il était très important pour moi que la structure du film ressemble à ce que je sentais qu'était devenu le pays, à savoir quelque chose qui s'est perdu dans son rapport à la normalité, entre guillemets. Donc pour moi, il n'était pas question d'avoir une structure normale avec ce qu'on appelle le A, B, C, avec ce qu'on appelle le début, le milieu, la fin et tout le climax, tout le tralala habituel du cinéma. Donc quelque part, quelque chose s'est déglingué, quelque chose s'est déstructuré. Et du coup, pour moi, il fallait que le film ressemble à cette déstructure d'un pays entre guillemets normal. Et alors quelque part, c'est ce que j'utilisais ce mot organique tout à l'heure, il est important que le film, organiquement, en tout cas pour moi, dans ma subjectivité, fasse sentir cette déstructure-là, qui est pour moi, j'insiste, ni un malheur ni un bonheur, c'est un fait. Voilà. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc pour moi, chaque film, j'insiste, mais chaque livre, chaque micro-événement, tout ça contribue à essayer, si on a envie, mais on sait bien que le pays n'en a pas envie, si on a envie, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc pour moi, il n'y a pas de catharsis ou pas. Un film n'est pas un divan. Et à mon humble avis, hein, peut-être pour le réalisateur, mais pas le film. Encore que pour moi, non, honnêtement. Je sais que certains cinéastes utilisent le cinéma, un type comme Lars von Trier, c'est assez évident, encore que je ne sais jamais s'il est pervers ou pas. Mais moi, j'aime beaucoup son côté tordu. Peut-être qu'effectivement, quelque part, le cinéma peut permettre, et je pense très honnêtement, pas seulement le cinéma, que l'art peut nous permettre de voir ce qu'on ne peut pas voir habituellement. Mais pas forcément en termes de catharsis ou de psychanalyse quelconque, mais peut nous permettre de percevoir. Mais il faut oublier l'objectivité, il faut oublier tous ces mots. Il faut essayer de comprendre que ce que je propose là, par exemple dans Beyrouth Fantôme ou même dans le film suivant, Terra Incognita, ce n'est qu'une subjectivité. Et toi propose une autre subjectivité et X propose une autre. Il n'y a pas un film contre l'autre. Là, je me rappelle très bien à l'époque quand Beyrouth Fantôme est sorti, peu de temps après ou même au même moment sortait West Beyrouth de Ziad Douairi. Et je me rappelle très bien, je sors à chaque fois cet exemple parce que ça me paraît très très symptomatique. Hein. Je me rappelle très bien qu'il y avait un journaliste, je ne me rappelle même plus son nom, qui m'avait dit les jeunes actuellement se disent est-ce qu'on doit prendre la direction de Beyrouth Fantôme
Ouest Beyrouth. J'ai dit, mais quelle pauvreté de penser comme ça. Il y a même plusieurs routes, il n'y a pas seulement deux malheureuses routes. Mais c'est comme s'il fallait l'un ou l'autre. En fait, ça ressemble au pays, quoi. Ouest Beyrouth, qui est évidemment très différent de moi, qui traitait la guerre comme si c'était un souvenir, alors que moi, pour moi, c'est toujours quelque chose de réel. Mais on peut, les opposer intellectuellement, cinématographiquement, artistiquement, oui, mais il ne s'agit pas de dire l'un contre l'autre. Les opposer dans une réflexion critique, c'est tout. Ce qui est très différent. Oui ou non? Oui, parce que évidemment, on vit ici. Enfin, moi je vis ici maintenant depuis 2002 et j'ai toujours fait des va-et-vient. Inévitablement, ce pays, il veut tellement aller de l'avant qu'il oublie de regarder derrière lui, ne serait-ce que pour prendre le son. Il veut tellement... c'est une fuite en avant. Ce pays est dans une fuite en avant. Houroub il al-amam, comme on dit en arabe. C'est vraiment une grande spécialité locale. Alors évidemment, dans ça, ça demande d'oublier le maximum. Et on sait très bien que quelque part c'est très bien, parce que ça permet d'avancer et de ne pas être bloqué, surtout que c'est un pays qui ne trouvera jamais de solution. Mais en même temps, c'est un grand problème, immense problème même, puisque ça empêche de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pas seulement ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui se passe. Alors, donc forcément, ce truc d'amnésie est là, volontaire. C'est comme on dit, il y a un célèbre écrivain français de la Boétie qui a écrit de la servitude volontaire. Et les humains s'imposent une servitude volontairement. Et ici au Liban, ils s'imposent une amnésie volontairement. Il y a presque une amnésie volontaire. C'est un peu comme le fameux truc du singe là. Et il se l'impose parce que sinon il ne peut pas respirer. Le Libanais aura un mal fou à respirer si il veut surtout regarder et entendre tout ce qui se passe et ce qui s'est passé. Ça le rendra zinzin, quoi, parce que nous ne sommes pas dans un après-guerre. Nous sommes toujours dans cette guerre, dans ses conséquences. Ça n'en finit plus. Tout ce qui a fait que c'est la merde est toujours là. Et c'est même pratiquement les mêmes acteurs, ou sinon leur fils ou leur petit-fils, leur cousin, leur cousine, qu'importe. Alors, le film est plus une métaphore, parce que j'aime pas le symbolisme. Mais en même temps, j'ai toujours été fasciné par le principe de la mémoire. Alors, il s'avère que malheureusement, ma maman a l'Alzheimer actuellement. C'est une chose pénible, mais du coup, ça me fait encore plus réfléchir. J'ai lu beaucoup aussi sur l'Alzheimer, sur le principe de la mémoire, comment ça fonctionne chez l'humain et tout. Alors, évidemment, la guerre, les menaces, en tout cas dans la vallée, c'est la menace. Moi, je travaille beaucoup la menace dans mes films. C'est-à-dire, on est toujours menacé que les choses s'écroulent, que le pire arrive encore à nouveau. Parce que c'est comme des couches, c'est comme le millefeuille, c'est des couches de désastre ici. Et que ça se répète, quoi. Donc, alors évidemment, moi quand j'ai commencé à écrire, il ne s'était pas encore passé ce qui s'est passé en Syrie. Nous sommes dans le Liban et là où il est géographiquement, géopolitiquement comme on dit. C'est problématique, l'écho des problèmes extérieurs. Moi j'ai fait presque une politique fiction, comme on dit science-fiction, mais en même temps pas autant que ça, parce que les guerres, elles sont archi présentes. Alors évidemment, j'ai voulu exprès, délibérément exagérer, en démultipliant les avions et tout ça, parce que j'ai pas voulu être seulement réaliste. J'ai voulu être, comme on dit, hyper réaliste presque. Mais bon, qu'importe, je veux pas trop me justifier là-dessus, quoi. Mais c'est évident que nous vivons là où nous vivons. Et évidemment, ça a un impact sur ce quoi je pense quand je fais un film. Mais je ne cherche pas à travailler symboliquement. C'est une métaphore, c'est une allégorie, qu'importe les mots. Moi, je pense, comme beaucoup de cinéastes, quand je fais un film, je ne pense pas plus loin que ce que je fais, parce que de toute façon, je porte en moi des strates. Et donc, j'ai confiance en ces strates, parce qu'elles me disent elles-mêmes des choses. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Parfois,
Il faut juste faire confiance à ce qu'on porte en nous. Et puis bon, je vis ici avec toutes les conséquences, mais aussi tout ce que j'ai lu, tout ce que je vis, tout tati tatata, quoi.